Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, petite actu concernant Albon, qui a hésité à aider Tsunoda. Mais ça a été gratifiant. Le pilote Williams a fait le mentor chez Red Bull. Tu m'étonnes qu'il ait hésité au final, parce que il aurait bien voulu le baquer chez AlphaTauri, lui, Albono. Il aurait sûrement fait du meilleur travail que Tsunoda fait actuellement, je pense. Au début, je dirais pas que j'aimais ça, parce que c'était une position dans l'équipe que je voulais prendre. Je n'avais pas de volant en F1, et une des places disponibles aurait pu être celle de Yuki. Au départ, j'étais un peu hésitant, mais j'ai appris que Yuki resterait, je l'aimais bien. C'est une personne formidable et drôle. Bien sûr, Yuki est jeune, mais c'est intéressant parce que je pouvais voir beaucoup de choses qu'il traversait et que j'avais traversé l'année précédente. Les difficultés qu'il rencontrait étaient très similaires aux miennes. Je pouvais également lui enseigner les choses que j'avais apprises assez rapidement. J'ai traversé des moments difficiles pour apprendre ces leçons, et j'ai senti que je pouvais déjà commencer à transmettre ces leçons. Je ne veux pas m'en attribuer le mérite, mais ses performances se sont améliorées. Il a fait des progrès significatifs tout au long de l'année. Ce qui était agréable à voir et gratifiant de faire partie de ce processus. Vous apprenez comment sont les autres pilotes. Je pouvais lui demander des choses et voir comment il se sentait à propos des choses. C'était une chose fascinante. Je ne dirais pas que c'est quelque chose que je ferais nécessairement à l'avenir. Peut-être si le travail est très bien payé. Albon tire en tout cas un bilan positif de cette expérience et il admet qu'il aimerait accompagner de plus jeunes talents et autres pilotes en herbe. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience formidable. J'aime travailler avec les gens. J'ai aimé travailler avec Yuki. Et peut-être qu'à l'avenir, en termes d'emploi, je m'impliquerai dans le sport auto. Personnellement, j'aimerais me concentrer davantage sur les talents thaïlandais et essayer de rapprocher les enfants thaïlandais du sport auto. En outre, je souhaite que les mécaniciens et les ingénieurs s'impliquent davantage dans ce domaine. C'est un de mes objectifs. Ce n'est pas un projet à court terme car il me faudrait aussi beaucoup d'argent pour le réaliser. Bah, t'es encore jeune, Albon, il a quel âge lui d'ailleurs? Ouais, il a 26 ans, ça va. Avant de penser à ça, déjà concentre-toi sur ta propre carrière en F1, et puis tu verras ça dans 8-9 ans, voire 10 ans, Albono. T'as le temps, tranquille. Donc voilà, Albon qui a fait le mentor de Yuki Tsunoda. Peut-être que d'ailleurs il prendra sa place si celui-ci est viré fin 2023. Ça m'étonnerait pas, moi, qu'il revienne dans le giron Red Bull au final, Albon. Il ferait équipe avec De Vries du coup. Incroyable. Allez, ciao. La Red Bull évoque le moment décisif de son histoire, la signature de Newey. Ah oui, le fameux consultant, Adrian Newey évidemment. Red Bull a rejoint la F1 en 2005 en tant qu'équipe, lorsque l'entreprise de boissons énergisantes a racheté Jaguar sur le déclin. Après des débuts solides au cours desquels David Coulthard a terminé 4ème lors de la manche d'ouverture de la saison, l'équipe est progressivement rentrée dans le rang. D'ailleurs, la saison 2005, on est en train de la faire sur Twitch actuellement. Il doit rester 6 Grands Prix, je crois, à regarder. Donc si vous voulez me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description de toutes les vidéos. Les lives sont en général vers 18h, 18h30, pas tout le temps, pas tous les jours, ça dépend des jours et de mes disponibilités. Donc je continue, mais désireux de ne pas voir Red Bull se transformer en équipe de milieu de grille pour de bon, Horner a approché Newey, qui avait déjà à son actif les conceptions gagnantes de 6 voitures championnes du monde. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'est d'une direction technique et je me suis dit que j'allais approcher le meilleur, c'était Newey à l'époque. Et d'ailleurs ça l'est toujours, je pense. Newey il est balèze quand même. Adrian avait eu une carrière incroyable chez Williams et McLaren. Et ça faisait un moment que McLaren stagnait. Alors, j'ai eu la sensation qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. Je me suis assuré de rencontrer Adrian et d'établir une relation de confiance avec lui et son épouse d'alors. Et son épouse? Oh le mec, il est obligé de préciser et son épouse quand même. C'est ainsi que j'ai réussi à le convaincre de rejoindre l'équipe. Ce fut un moment décisif parce que tout à coup les gens se sont réveillés et ont pensé « Waouh, si Adrian Newey est prêt à aller là-bas, c'est qu'il y voit du potentiel. » Alors ça a galvanisé l'équipe technique car Adrian est l'ingénieur le plus déterminé que j'ai jamais rencontré. Si Adrian décidait quelque chose, c'était directement écouté et suivi. Ça a ensuite donné un sens au bureau d'études et ça m'a permis d'attirer plus de talents pour compléter ce qui était déjà là. De nombreuses équipes de F1 moderne prétendent appliquer une culture de non-blâme au sein de leur fonctionnement, Red Bull compris. Mais Horner a révélé que c'était aux antipodes de l'atmosphère qu'il avait découverte le premier jour au sein de l'ancienne équipe Jaguar. Il y avait cette culture du blâme au sein de l'entreprise, la direction blâmait l'aéro blâmait la soufflerie, la R&D, recherche et développement, blâmait les productions, et l'équipe de course fut blâmée par tout le monde. Il n'y avait pas de sens de la responsabilité collective. Il a fallu démêler tout ça et trouver des solutions efficaces. La base de l'équipe n'a pas vraiment changé par rapport à ce qui était sous-performant chez Jaguar. Mais nous avons mis en place un leadership clair au sein de structures établies et nous avons inculqué une nouvelle culture. Voilà. Alors le recrutement s'est fait pas dès le début, ça s'est fait une saison après, c'était en 2006, février 2006, donc je suis revenu, j'ai retrouvé ce vieil article d'Eurosport là, c'est fou qu'ils sont encore en ligne d'ailleurs, il date de 2005, vous vous rendez compte? 8 novembre 2005. Et à l'époque du coup il était arrivé trop tard pour la RB2,
comme ils disent à la fin là, nous commencerons à voir en 2007 le véritable impact du recrutement d'Adrian. La pression au sein d'une écurie de Formule 1 de premier rang est immense, et nous savions que depuis un certain temps qu'Adrian était à la recherche d'un nouveau défi, dans une écurie plus petite. Magnifique. Voilà pour ce point Red Bull avec New Way. Vous en pensez quoi? Ciao. Alors, De La Rosa. Alonso est heureux que je sois chez Aston Martin, c'est aussi grâce à lui que je suis là. Alors, ça je m'en doutais, hein. Clairement, dès la première vidéo, je l'ai dit, c'est grâce à Alonso. Ils sont en contact depuis des années, normal. Il a dû recommander Lawrence Stroll. Je n'ai pas beaucoup parlé avec Fernando depuis que j'ai rejoint Aston, mais je suis très enthousiaste et il le sait. Je pense qu'il est heureux que je sois dans l'équipe, c'est aussi grâce à lui que je suis là. Pour l'ancien pilote que je suis, il n'y a rien de mieux que de revoir des personnes avec lesquelles vous avez travaillé par le passé. Il n'y a rien de mieux que de sentir que ces personnes qui vous connaissent mieux que quiconque veulent que vous reveniez. Mais je n'ai pas eu ce sentiment qu'en raison de Fernando. Il y a beaucoup d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans le paddock de la F1 ces 15 dernières années, et elles sont présentes dans chaque département de l'équipe. Je suis donc extrêmement fier qu'Aston Martin m'ait appelé et me veuille dans son équipe. Je vous veux dans mon équipe, The Voice. En grande partie parce que j'avais déjà travaillé avec toutes ces personnes, dont Fernando en fait partie bien sûr. Bon alors qu'est-ce qu'il va faire en tant qu'ambassadeur de la marque Pedro de la Rosa chez Aston Martin? Je sais pas, ça sonne pas bien en fait. Je sais pas ce qu'il fait chez Aston Martin, mais l'association me paraît bizarre en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc qui cloche, voilà. Mais j'aime bien le personnage de la Rosa, il m'est sympathique, mais je sais pas, je le vois. J'ai du mal à le voir chez Aston Martin, ça matche pas pour moi. Bon après voilà, s'ils l'ont recruté, c'est que ils avaient leur raison après. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors Jacques Villeneuve demande une nouvelle règle en F1 après le Grand Prix du Japon. Chaotique, imposer les pneus dès le premier départ en cas de conditions difficiles. Bah ça paraît logique, hein. Je l'ai proposé aussi, ça. Il n'y a pas que Jacques Villeneuve qui le dit, du coup. Alors, je vous passe l'intro qui résume tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une leçon à tirer du redémarrage lorsque les pilotes ont été contraints de partir sur les pluies au lieu d'avoir le libre choix. Ça pourrait être une nouvelle règle. Bien sûr, tout le monde opte désormais pour les intermédiaires au premier départ. Ils sont plus difficiles à mettre en température, comportent plus de risques, mais sont beaucoup plus rapides. Les full wet ont des rainures plus profondes. Il y a moins de gomme et donc elles surchauffent beaucoup plus vite. Si tout le monde avait commencé sur ces pneus, ils n'auraient pas eu les problèmes d'adhérence qu'ils ont eus. Libre à eux de s'en débarrasser ensuite, lorsque c'est possible, mais au moins, les fans n'attendent pas pour rien et c'est plus sûr. Oui, tout à fait, on est d'accord, Jacques. En plus, ils l'ont vu, hein, qu'il pleuvait fortement au départ, et ils ont quand même laissé faire avec les intermédiaires, n'importe quoi, là. Complètement inconscient, cette FIA. Donc voilà, pour une fois, je suis d'accord avec Jacques Villeneuve, incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao. Alors, Joe s'inquiète de la tenue du Grand Prix de Chine en 2023. Restrictions sanitaires très sévères. Oh, est-ce que c'est une grande perte, le Grand Prix de Chine? Le tracé est pas mal. Mais bon, je sais pas, moi déjà, faut se lever à 9h, voire 8h pour les qualifs, je crois. Je crois que c'était ça. C'est chiant. Déjà qu'on va se lever 3 fois minimum sans le Grand Prix de Chine. Il y a Vegas, il y a Melbourne, il y a Suzuka, du coup, l'année prochaine. Plus la Chine, ça ferait 4. Si on peut l'enlever et remplacer par un Grand Prix européen, moi ça me dérange pas, hein, personnellement. C'est super de voir que le Grand Prix de Chine est de retour au calendrier, mais désormais il faut observer une période de quarantaine une fois de retour à la maison. J'espère que la situation s'améliorera et qu'il se sera confirmé pour la course l'année prochaine. Malgré ses inquiétudes, Zhou est impatient de disputer sa course à domicile. Une course à domicile est toujours un moment spécial, regardez l'armée orange dont disposait Max à Zandvoort. C'est fou et j'espère avoir la même chose à Shanghai. L'armée rouge du coup... En revanche, le pilote chinois sait déjà qu'il ne sera pas salué par des fumigènes contrairement à néerlandais. Il n'y a pas de fumée parce que c'est interdit. Oh bah oui, là-bas, si tu fais un truc interdit, prison à vie. Hein. Attention à la Chine, hein, ça rigole pas. Hein. Bon, il y aura un Grand Prix de Chine, pour l'instant c'est sur le calendrier. Après, d'ailleurs, il est quand? Il est prévu quand ce Grand Prix de Chine en 2000... Ah ouais, début de l'année, ouais, ok, donc mi-avril quoi. D'accord. Putain, ça va dire qu'il y aurait... il y aurait presque un mois... Si vraiment, il a pas lieu, quoi. Entre l'Australie et l'Azerbaïdjan. Oh là là. Ah non, il faut le remplacer, les gars. Hein. Il va falloir le remplacer, ce Grand Prix. Hein. Ils ont qu'à mettre une course européenne à la place. Comme ça, tu vas en Azerbaïdjan, c'est pas très loin. Ma foi. La Turquie, par exemple, ils ont qu'à foutre la Turquie à mi-avril. Comme ça, l'Azerbaïdjan, c'est pas hyper loin, quoi. Bon, allez. Je sais pas, moi, on verra. Allez, ciao, ciao. Sainz veut lutter pour le titre 2023 dès le début de saison. Le pilote Ferrari veut plus qu'une victoire en F1. Ouais, surtout dans les conditions qu'il a obtenu sa victoire, c'était un peu moyen. C'est pas lui qui aurait dû gagner Silverstone, hein, normalement, mais bon, c'est Leclerc. Ferrari s'est encore pris les pieds dans le tapis, comme d'habitude, cette saison. Mon objectif est d'être champion du monde. J'espère que si on a à nouveau une bonne voiture l'année prochaine, je pourrai être en bagarre dès le début. Je ne dois pas lâcher dans la première moitié. Je sais qu'une fois que je suis dans la lutte, je suis capable de rester dans la lutte.
Ce sera l'objectif, nous travaillons chez Ferrari pour faire revenir la voiture au meilleur niveau, et nous améliorons en tant qu'équipe pour que si l'opportunité se présente à nouveau l'année prochaine, on ne la laisse pas s'échapper cette fois. Sainz a changé en tant que pilote, mais l'Espagnol se voit encore évoluer au fil de sa carrière. Je dois être à un point proche de cette maturité. Mais vous voyez des pilotes comme Alonso qui se réinventent d'année en année. Je pense que la maturité en tant que telle n'est jamais totale. Chaque année que vous passez en F1, vous vous améliorez, vous apprenez davantage. Oui, les 8 années d'expérience aident, mais je vais continuer à apprendre de nouvelles choses. La saison 2022 aura au moins été l'occasion pour lui de remporter sa première victoire en F1. Mais il veut déjà penser à la suite. Chaque fois que j'y pense, je souris. Mais en F1, seule la dernière course compte en termes de réputation. Je suis fier d'être le deuxième Espagnol à gagner une course de Formule 1, en plus de l'avoir fait pour Ferrari à Silverstone. Et de la manière dont ça a été fait. Ah, de la manière dont ça a été fait, justement, pas terrible, hein. Pas terrible, y a pas de quoi pavoiser, hein, Carlos, hein. Mais j'aimerais que ça se reproduise le plus vite possible. Et reconnaît même qu'il aura davantage de temps en fin d'année pour réfléchir à cet accomplissement. Une fois que vous l'avez fait, et alors que vous êtes impliqué dans la saison trépidante de la F1 avec toutes les courses, ça devient normal. C'est drôle parce que peut-être qu'en hiver, j'aurai plus de temps pour y penser. Mais pour l'instant, chaque course est une chance de gagner. Je ne pense pas à ce qui s'est passé à Silverstone. Oui, quand je serai plus âgé et moins compétitif que maintenant, et que je serai en mode réflexion, je suis sûr que je la regarderai de cette façon. Bon, Carlos Sainz, pour moi, il sera jamais champion du monde. Il est pas mauvais, hein, mais il fait trop de conneries, en fait. Encore à Suzuka, il s'est craché, c'est le seul à se cracher sous la pluie. Bon, vous me direz, avec la coupe planning, ça aide pas, hein, mais bon. D'ailleurs, sur Type Motorsport, j'ai mis une vidéo, je vais vous la mettre en fin de vidéo, là, hein, les propositions. On voit depuis les tribunes son crash à Carlos Sainz, du coup. Et on voit l'erreur qu'il a faite, quoi. Et qu'il a failli s'emplafonner d'autres F1. C'était chaud. Donc est-ce que Sainz sera champion du monde en 2023 ou plus tard? Moi je pense que non, honnêtement. S'il y a un mec chez Ferrari qui veut être champion, c'est Leclerc pour moi qui est meilleur. Alors Leclerc, faut qu'il se calme aussi, faut qu'il arrête de faire des conneries, certes, mais il est quand même intrinsèquement meilleur que Sainz. Hein. Bon, vous en pensez quoi vous? Ciao. Verstappen ne commente pas l'idée d'un duo avec De Vries. Ah bah alors là, un duo... imaginez la marée orange là qu'il y aurait. Oh, mon dieu. Vous ne devriez pas me demander ça. Ça dépend aussi de ce qui se passe à côté de moi avec Checo, qui restera tant qu'il continue à être performant. Mais d'abord, profitons simplement d'avoir deux Néerlandais en F1. Verstappen est heureux de voir De Vries atteindre la Formule 1. Pour rendre titulaire 3 ans après son titre en F2, le champion du monde 2022 a été impressionné par l'adaptation rapide de l'actuel réserviste Williams à Monza. Il a maintenant un volant pour les années à venir et c'est très bien. Ce que j'apprécie également, c'est qu'il ait saisi ses opportunités à deux mains. Il a immédiatement marqué des points, je suis très heureux pour lui. Je suis également certain qu'il pourra apprendre chez AlphaTauri. C'est une très belle équipe et j'espère une équipe compétitive. Bah la compétitive cette année, pas terrible hein, quand même la compétition. La compétitivité on va dire. Il s'agit bien sûr d'être capable de se battre pour ses points. Ok, bah on verra ce qu'il donne chez AlphaTauri, ce petit De Vries, mais il a l'air prometteur quand même. Et peut-être qu'un jour il fera équipe avec Verstappen chez Red Bull, directement, dans 2-3 ans, quand Perez sera plus là. Ciao. Bah alors, la fameuse annonce de Haas là. Hülkenberg, il serait au final favori pour remplacer Mick Schumacher, un Allemand par un autre Allemand. Il entretient le suspense, il a repris un entraînement de haute intensité annonce sa présence à Austin. Ah ah. Pourtant, les dernières déclarations qu'on avait vues de Steiner ont laissé entendre que Mick Schumacher était redevenu le favori pour le baquer chez Haas. L'Allemand a redit tout son intérêt pour le poste de premier pilote après avoir été le troisième pilote cette année d'Aston Martin, donc on parle de Hülkenberg maintenant, car la compétition lui manque. Il est clair que si vous n'êtes pas le pilote principal, vous n'avez pas la pression du résultat ou la pression des médias. Ça va plus relaxant bien sûr, mais il y a des moments où la compétition et la présence sur la grille de l'adrénaline vous manquent. Mais qui sait, il y a peut-être une opportunité en 2023 ou le futur, donc j'ai récemment augmenté l'intensité de mon entraînement à nouveau. Pendant cette période, en tant que troisième pilote, je me suis pas entraîné aussi intensément qu'avant ou au début de ma carrière. Aussi parce que vous n'entrez en jeu que dans des situations d'urgence pour remplacer quelqu'un. Et là, ce que Hülkenberg confie aussi, qu'il ne vit pas autour de la F1, et que son existence plus calme lui convient également. Une manière pour lui de signifier qu'après tout, être ou ne pas être en F1 n'est pas une question existentielle pour lui. Je voyage moins maintenant, parce que je ne fais plus toutes les courses comme avant. Je ne fais pas tous les grands prix, mais seulement à ceux qui sont également importants d'un point de vue commercial, où il y a des rendez-vous avec les sponsors, etc. Et hasard ou pas, Hülkenberg sera présent à Austin. Je vais à Austin, et qui est toujours un grand événement. Point. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, on sera très vite fixé, hein, jeudi prochain, il y aura la conférence de presse à 19h, heure française. Donc écoutez, est-ce qu'Hülkenberg va revenir en F1 officiellement en tant que pilote titulaire? On a eu le retour de Magnussen cette année, pourquoi pas le retour de Hülkenberg maintenant, l'année prochaine? Ça serait incroyable quand même. Mais où va aller Mick? Du coup, j'espère qu'il va rebondir chez Williams. Bon, je vous laisse commenter.